Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 27 janvier. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Les tendances dans le paiement en 2023, à lire sur e-commercemag.fr. 2022, année record des mouvements de dirigeants, à lire sur LSA. Criteo à l'approche de la fin des cookies tiers, mise sur le retail media, à lire sur Usine Digital. American Vintage et sa conquête des États-Unis, à lire sur fashionunited.fr. Et enfin, Maison du Monde remplace la DG Julie Walbaum et annonce des ventes annuelles en baisse, à lire sur e-commercemag.fr. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteur de notre écosystème. Alors si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Les tendances dans le paiement en 2023 à lire sur e-commercemag.fr en date du 23 janvier. La transition mondiale des paiements en espèces vers les paiements électroniques s'est poursuivie en 2022. Visa relève certaines tendances 2023 d'un monde en transition. Les voyages font leur retour ainsi que les dépenses qui vont avec. 2022 enregistre un bond des voyages, la France restant l'une des destinations les plus populaires à travers le monde. Paris reste en particulier une destination incontournable, 73% des touristes souhaitant visiter la capitale française. Une étude récente de JFK pour Visa révèle par ailleurs que 95% des touristes s'attendent à pouvoir payer par carte et 60% à le faire avec leur smartphone lorsqu'ils visitent la France. 72% des touristes étrangers ont l'intention de faire du shopping en France. Si les grands magasins arrivent en tête, les petites boutiques et les centres de commerce artisanaux locaux arrivent juste après dans leurs intentions d'achat. Des consommateurs plus enclins à adopter des comportements durables. Selon JFK, pour Visa, 76% des touristes déclarent recycler à la maison, mais ne sont que 61% à le faire en voyage. Les Allemands sont les plus performants à cet égard, avec 67% des personnes très intéressées par l'environnement, au point de changer leurs habitudes. En 2023, davantage de consommateurs joignent le geste à la parole à mesure que plusieurs options deviennent disponibles. La commodité joue un rôle clé pour aider les consommateurs à choisir de manière durable entre leur vie quotidienne, selon l'étude Visa. La possibilité de payer les transports en commun à l'aide d'une carte de crédit, de débit ou prépayé sans contact ou d'un dispositif de paiement signifie que les gens n'ont plus besoin d'immobiliser des fonds sur une carte de transport dédiée, un billet papier ou de chercher de l'argent liquide lorsqu'ils choisissent de ne pas prendre leur voiture. Sur ce point, l'enquête Visa sur l'avenir de la mobilité urbaine montre que 86% des personnes interrogées en France déclarent que la durabilité joue un rôle dans leur décision d'utiliser les transports en commun. Le B2B devient 3.0. Autre tendance à venir, celle d'une version 3.0 des paiements entre entreprises, où la nouvelle frontière du commerce inter-entreprise mondial sera entièrement numérique, sécurisée, rapide, flexible et transparente. En 2023, la numérisation des processus commerciaux continue d'accélérer les transactions inter-entreprises et les offres de paiement intégrées au-delà des chèques et des factures papier. Les équipes chargées des comptes clients constatent déjà les avantages de l'envoi de factures électroniques et de la réception des paiements électroniques. Les banques, les processeurs et les réseaux continuent de progresser dans les cas d'utilisation potentielle des cartes virtuelles. Cette dynamique d'innovation se poursuit à mesure que l'écosystème fournit davantage de caractéristiques et de fonctionnalités pour rationaliser les paiements et les opérations des entreprises. Les crypto-monnaies poursuivent leur innovation.
Bien que l'avenir demeure incertain, pendant l'hiver crypto actuel, Visa s'attend à ce qu'un certain nombre de solutions peu durables soient abandonnées, alors que d'autres se concentrent sur une approche mesurée et conforme aux récents développements technologiques qui continuent à construire les solutions du Web 3. Dans l'immédiat, les gouvernements, les banques centrales, les institutions financières et les fintechs concernant la monnaie et les paiements électroniques poursuivent leur développement dans le Web 3. Des cas d'utilisation de paiement Web 3 significatifs se profilent à l'horizon. Ils comprennent les paies, les micro-paiements en continu et les décaissements transfrontaliers. La fraude s'adapte au monde omnicanal alors que de plus en plus de personnes dans le monde adoptent un style de vie hybride. Les fraudeurs suivent la cadence, adaptant leurs techniques et leurs tactiques et trouvent de nouvelles façons d'escroquer les consommateurs. Cela signifie que la sécurité et la confiance demeurent essentielles. De nouvelles percées en matière d'authentification pour la protection des utilisateurs comme EMV 3D Secure contribuent à sécuriser le commerce en ligne en temps réel à travers le monde. Les méthodes et solutions de paiement électronique telles que les cartes virtuelles continuent à faciliter et à sécuriser toutes les opérations. Les entreprises sont également plus conscientes de l'importance d'investir dans des outils de sécurité pour prévenir la fraude et dans des polices d'assurance qui pourraient contribuer à atténuer l'impact d'une violation. 2022, année record des mouvements de dirigeants, tribune de Édouard Nicolas Dubar à lire sur LSA, en date du 26 janvier. Pour la 8e année consécutive, LSA a recueilli les projections d'experts du retail et de la grande consommation sur les enjeux de 2023. Ils décrivent un commerce, une industrie, une consommation en pleine transformation. Aujourd'hui, Édouard Nicolas Dubar, dirigeant du bureau français d'Elsinore Search. Du jamais vu, les changements de dirigeants n'ont jamais été aussi nombreux, aussi bien dans les enseignes alimentaires que chez les retailers spécialisés ou dans les enseignes de mode. Cela est clairement souligné par le Retail Executive Rotation Indicator. Cet indicateur élaboré par Elsinore Search, cabinet international spécialisé dans le recrutement de dirigeants et d'administrateurs pour la distribution. 23% des directeurs généraux parmi les 165 enseignes analysées ont changé en 2022, 26% dans l'alimentaire, 30% dans le textile, 16% pour les autres enseignes spécialisées. Le précédent record datait de 2019. Il s'agit d'une tendance qui concerne tous les univers de la distribution. Les changements s'observent également dans les entreprises en développement et en retournement, petites, moyennes ou grandes. La part des départs entre guillemets naturelle, c'est-à-dire en retraite, demeure peu significative, moins de 10% des mouvements. 2022 marque une accélération importante de la rotation des dirigeants. Toutefois, le raccourcissement de la durée des mandats de directeur général représente une orientation structurelle. Un dirigeant sur deux est à son poste depuis moins de 3 ans. Auparavant, dans la grande époque de l'expansion du retail, il était fréquent de poursuivre sa carrière dans la même entreprise et dans le même secteur d'activité. Les enseignes se développaient et offraient des perspectives. Les séparations étaient vécues émotionnellement comme des trahisons ou des échecs. Au moins 2 raisons apparaissent. Chaque année, le nombre de postes de dirigeants tend à se réduire progressivement du fait de la disparition d'enseignes, comme Camaïeu par exemple, de la consolidation, Leader Price, Aldi, ou de la simplification des organigrammes, comme chez Carrefour. En 2022, près de 90% des changements sont provoqués. Il s'agit de séparations décidées par les actionnaires ou les dirigeants en place poursuivant un autre projet. Ces ruptures, parfois à répétition, ne sont pas à la légère. Elles témoignent le plus souvent de remise en cause de la stratégie dans un contexte tendu et sans visibilité. Alors, qui sont les nouveaux dirigeants arrivés en 2022 ? La volonté de rajeunissement est manifeste. En 2022, les nouveaux directeurs généraux sont sensiblement plus jeunes, avec 70% des nouveaux dirigeants qui ont 45 ans ou moins, contre 15% qui ont plus de 55 ans. Le rajeunissement est facilité par les promotions internes d'exécutives connues et appréciées au sein de leur groupe. La promotion interne est retenue dans 66% des cas.
La part des dirigeantes continue de croître, la nouvelle génération compte 29% de femmes, la féminisation est significative dans le textile depuis plusieurs années et elle progresse fortement dans l'alimentaire. À peu près la moitié des dirigeants de la promotion 2022 occupaient précédemment une fonction de direction générale. Ceux qui accèdent à cette fonction pour la première fois viennent du commerce puis du marketing, qui progresse remarquablement. Les fonctions produits ou finances sont moins choisies. Profil traditionnel ou novateur pour des enjeux de court ou long terme. Même parmi les plus jeunes dirigeants, rares sont ceux qui ont été formés au digital ou à la RSE. La plupart ont une sensibilité digitale affirmée, beaucoup s'intéressent à la RSE. Il existe un clivage entre les dirigeants choisis pour mener une approche très engagée en matière de transformation digitale et ou RSE, et ceux dont la priorité demeure économique. De façon générale, les transformations numériques et RSE constituent des enjeux majeurs de performance et de résilience sur des périodes longues qui se confrontent avec des enjeux financiers et commerciaux de court terme. Certaines enseignes allouent désormais plus de ressources numériques, comme Carrefour ou Leroy Merlin, qu'au développement des magasins ou dépassent la pure communication RSE pour investir fortement dans ce domaine. Si les expériences digitales ou RSE s'apprécient, les parcours internationaux deviennent moins recherchés. Que deviennent les dirigeants ? Que sont devenus en 2022 les dirigeants ayant quitté une fonction de directeur général au cours des 5 dernières années ? 46% exercent encore une fonction de direction générale, 34% se sont établis à leur compte comme consultants, intérim managers, entrepreneurs ou investisseurs, 11% occupent des postes de cadre supérieurs essentiellement dans des grands groupes et 9% sont en retraite. Ces données mettent en évidence l'évolution des carrières de dirigeants qui passent de parcours construits dans la continuité, monométier, monosecteur, mono-entreprise, vers des trajectoires faites de changements, de ruptures et d'opportunités. Criteo, à l'approche de la fin des cookies tiers, mise sur le retail média, à lire sur l'usine digitale en date du 26 janvier. Avec les nouvelles réglementations sur les cookies, Criteo a dû diversifier son business model pour rester en piste. Le champion français du reciblage publicitaire ne se présente déjà plus comme tel, espérant être bientôt perçu comme spécialiste français du retail média, un segment qui représente pour l'heure 37% de ses revenus. Changement des règles sur le consentement et les cookies tiers, baisse des dépenses publicitaires pendant l'épisode Covid-19, plainte de la CNIL, Criteo, pionnier du recyclage publicitaire, s'est vu obligé de revoir son business model ou plutôt de le diversifier. L'entreprise continue de générer des revenus avec les cookies, jusqu'en 2025 au moins, puisqu'environ 70% des utilisateurs les acceptent encore, mais elle voit son avenir dans le retail média et fait petit à petit grandir la part de cette nouvelle activité dans son chiffre d'affaires. Un modèle de base dépendant des cookies tiers. Fondé en 2005, Criteo s'est fait connaître en tant que spécialiste du retargeting, une branche du marketing publicitaire reposant sur l'utilisation de cookies tiers ou third-party cookies. L'entreprise permet à ses clients d'aller chercher des prospects chauds, c'est-à-dire des clients potentiels qui ont été sur un site web, se sont renseignés sur un produit, l'ont même éventuellement mis dans leur panier mais n'ont pas acheté. Les algorithmes de Criteo le suivent dans sa navigation et lui repropose le produit en question sous forme de publicité, un peu plus tard sur une autre page web. Un service permis par l'utilisation des fameux cookies tiers, non nécessaires au fonctionnement des sites web et permettant juste de suivre les utilisateurs de site en site. Criteo achète des espaces publicitaires en ligne et les revend aux entreprises qu'elle fait payer au nombre de clics, le fameux coût par clic. Ce modèle historique, choisi pour concurrencer Google, pour qui les annonces ne coûtent rien, a extrêmement bien fonctionné, faisant de Criteo l'une des premières pépites technologiques françaises du web, l'introduisant au Nasdaq et lui faisant passer le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Fin des cookies. Oui, mais voilà, la publicité massive et intrusive a fini par donner aux utilisateurs le sentiment d'être un produit pour les publicitaires. Le pistage systématique et par là même l'utilisation des cookies tiers est ainsi de plus en plus critiquée et les instances publiques s'en mêlent. En 2018, il y a eu le Règlement général sur la protection des données, RGPD, et en 2020, la CNIL a durci les règles concernant le recueil du consentement des internautes en instaurant l'obligation de donner à ceux-ci la possibilité de refuser en un clic les cookies.
Les grandes entreprises technologiques américaines se sont elles aussi senties obligées de réguler leurs plateformes pour ne pas potentiellement perdre des utilisateurs. Apple a supprimé dès 2017 les cookies tiers sur son navigateur Safari. En 2019, Google a annoncé son intention d'en faire de même sur Chrome, même si cette décision ne sera finalement pas effective avant 2025. Résultat, dès 2018, Criteo a vu le cours de son action en bourse chuter de 20%, puis de 15,9% en 2020. On a été beaucoup trop identifiés sur ces sujets-là. On nous a pris comme un symbole parce qu'à l'époque, on était la seule société qui faisait ça, à être cotée au Nasdaq. Les gens se sont dit quel est le futur de Criteo puisque le ciel s'assombrit sur un élément essentiel de leur modèle, déplore Nicolas Rieul, vice-président Europe de l'Ouest chez Criteo. La CNIL sur le dos. En parallèle, l'initiative de l'ONG britannique Privacy International, une enquête sur les pratiques commerciales de l'entreprise a été ouverte en 2020 par la CNIL, pouvant exposer Criteo à une amende de 60 millions d'euros. L'histoire n'est pas réglée. Cet été, l'entreprise a annoncé avoir reçu un rapport avec des propositions de sanctions. Normalement, tout cela n'est pas public, mais comme il y a eu un montant annoncé et qu'on est une société cotée, on se devait de le provisionner dans nos charges et de l'annoncer à nos investisseurs. Ça nous a fait de la presse, on aurait préféré s'en passer, mais nous sommes confiants dans notre conformité. Nous avons un niveau de protection élevé, bien plus que la plupart de nos concurrents, affirme le VP. Baisse des dépenses publicitaires pendant la pandémie. Et pour couronner une année 2020 compliquée, il y a eu la baisse des dépenses publicitaires des entreprises due à la pandémie. Mais selon Nicolas Rieul, l'e-commerce a bien marché et a même plutôt porté l'entreprise, même si certains secteurs, comme celui du voyage, gros investisseurs de la publicité en ligne, ont tout stoppé drastiquement. Le changement de réglementation et le contexte économique ont effectivement atteint nos revenus, mais là aussi, il y a eu des articles mensongers. Les chiffres de Criteo ont toujours été bons. On a eu plus de 600 millions d'euros de cash de trésorerie et celle-ci s'est maintenue. On a appliqué une gestion de bon père de famille à une époque où il y avait des levées de fonds à tout va. On a toujours été rentable et avec des réserves très importantes, poursuit-il, comme étant tenant à rétablir la vérité. Le nouveau Criteo mise sur le commerce média. Il assure même que si tout un secteur a été impacté, Criteo finalement l'a été moins que les autres. Cela grâce à un business model dont la diversification a été entamée en 2015, bien avant les changements de règles sur les cookies. Tient-il à préciser, pour les investisseurs, il suffisait de faire ses preuves avec un produit et de scaler. C'est ce qu'on appelle le One Trick Pony. C'est par sécurité et par contrainte que l'on a souhaité se diversifier. Criteo a recentré son chiffre d'affaires, aujourd'hui de 2,2 milliards d'euros, sur le marché de l'e-commerce, les sites marchands ayant accès à une mine d'informations gratuite et centrée sur les first-party cookies. L'entreprise voit ainsi son avenir dans le retail média ou commerce média, la troisième vague de la publicité en ligne après la recherche avec Google et le social avec Meta, TikTok, etc. Un segment en croissance. Alors que les réseaux sociaux recueillent encore la majeure partie des dépenses publicitaires des annonceurs, l'e-marketeur entrevoit un bel avenir pour le retail média. L'entreprise a récemment publié une étude Future of Commerce, The Rise of Retail Media on the Open Web, où elle indique que plus de la moitié des agences médias interrogées ont déclaré que le retail média offrait un ciblage plus précis que l'audience, ainsi qu'une meilleure pertinence et croissance des ventes. Aujourd'hui, le retail média, c'est déjà 20% de la publicité en ligne aux États-Unis, explique Nicolas Rieul. Ce n'est pas un buzz qui va retomber et c'est la seconde vie de Criteo. On s'est repositionné sur un segment en croissance. Cette entrée sur le marché du retail est passée par de nombreux rachats comme Storytel, affichage de bannières publicitaires chez les e-commerçants ou Native Advertising. Mabaya, solution de produits sponsorisés et de monétisation des marketplaces et surtout IP on Web, une adtech spécialisée dans le média trading et le retail média. Commerce Max, une DSP qui centralise les ventes d'espaces publicitaires. En septembre dernier, la firme a lancé un nouvel outil intitulé Commerce Max, une Demand-Side Platform, une DSP, qui centralise les espaces de vente dédiés à la publicité, dotés de l'IA prédictive de Criteo, qui permet aux entreprises d'identifier le meilleur chemin vers la conversion et les résultats.
Aujourd'hui, l'entreprise française monétise le site et les données de 150 retailers dans le monde. Plus de 60% du chiffre d'affaires de Criteo est utilisé pour l'achat d'espaces publicitaires sur le site des retailers. Voilà le nouveau Criteo et c'est une réalité chiffrée, assure son vice-président. 37% de notre chiffre d'affaires provient du retail média, un chiffre en croissance de plus de 50%. On a promis à nos investisseurs que dans les 3 ans à venir, 75% de notre business serait du hors retargeting. Concurrencer Amazon. Sur ce segment, le numéro 1 est sans surprise Amazon, 3e acteur de la publicité mondiale. Mais pour Nicolas Rieul, c'est un concurrent sans lettres qui n'a pas le même positionnement. Amazon a 15%, 25%, 30% de part de marché selon les pays. C'est énorme, mais en réalité, il reste du monde. Criteo a 50% du top 25 de l'e-commerce mondial, travaille avec 22 000 retailers et voit passer 900 milliards de revenus e-commerce dans ses bases de données, soit 3 fois le revenu e-commerce d'Amazon. Un vrai problème se serait posé si 90% des gens refusaient les cookies. Est-ce que Criteo continue d'utiliser les cookies tiers ? Évidemment, ils sont autorisés au moins jusqu'en 2025 et ça peut encore évoluer, rappelle Nicolas Rieul. Quand l'utilisateur dit oui, on peut utiliser les cookies, ce qui est le cas dans 60% des cas, soit 70 ou 80% des cas, malgré la possibilité en France de les refuser en un clic, un vrai problème se serait posé si 90% des gens disaient non. Quant à l'arrêt total des cookies tiers, il y a plein d'alternatives possibles selon lui. Il va tout de même falloir les trouver. L'AdTech française participe à la Privacy Sandbox, un projet collaboratif lancé par Google pour rendre la publicité plus respectueuse de ses utilisateurs. On travaille sur tous les scénarios, on fait des tests. Pour l'heure, il montre que c'est effectivement moins efficace qu'avant, mais on continue à chercher et on trouvera des moyens alternatifs de créer de la valeur, de livrer aux annonceurs des informations utiles sur les visiteurs sans piétiner leur vie privée. Il y a 10 jours, des opérateurs téléphoniques européens ont annoncé à la Commission européenne vouloir ouvrir un outil au-dessus des ventes plateformes pour le ciblage publicitaire. Cela ne signifie pas qu'on va l'utiliser, mais ce que je veux dire, c'est que ça évolue tous les jours sur ces sujets. American Vintage et sa conquête des États-Unis à lire sur fashionunited.fr en date du 24 janvier. Quel parcours pour la marque d'origine marseillaise inspirée du lifestyle américain. Fondée par Michael Azoulay en 2005, American Vintage, c'est aujourd'hui 850 employés dans le monde, direct ou indirect, un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros, 130 boutiques à l'enseigne et 1500 revendeurs dans le monde. Sortie plus forte de la crise du Covid et prête à affronter le monde incertain et inflationniste d'aujourd'hui, la marque au beau basique twisté d'un porté nonchalant et un poil loose, déjà très bien implanté en Europe, vient d'aborder les États-Unis. Michael Azoulay détaille pour Fashion United cette nouvelle aventure ainsi que ses nouveaux projets. American Vintage est très bien installé en Europe. Vous avez choisi récemment d'aborder le grand export par les États-Unis, un pari audacieux quand on se rappelle que de nombreuses marques françaises inspirées de l'Amérique n'ont pas réussi ce renversement de perspective. Alors, Michael Azoulay. Oui, c'est vrai, 60% de notre chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisé en Europe, hors France, entre l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Benelux, la Grande-Bretagne, et dans une moindre mesure, l'Espagne et l'Italie. Et c'est pendant le Covid, en 2021, que nous avons ouvert notre première boutique à New York. Osé, c'est vrai, le marché américain me fait très peur. C'est le cimetière de beaucoup de boîtes européennes, mais nous restons prudents. Notre démarche n'est pas planifiée de façon systématique. On y va tranquillement. En retail, nous aimerions ouvrir une dizaine de points de vente dans les 2 ans. Encore à New York, mais aussi à Boston, à Austin par exemple. En B2B, nous avons 2 showrooms à New York et à Los Angeles et sommes satisfaits du démarrage. Mais notre stratégie consiste avant tout à consolider l'existant, l'Europe, et donc ce que nous avons amorcé en Amérique du Nord, puis d'aborder les marchés où nous pensons qu'il y a du potentiel pour American Vintage, Israël, les Émirats, Singapour notamment. Vous continuez à avancer malgré les crises successives, comment les affrontez-vous ? Après le Covid, qui nous prive toujours du marché chinois, nous sommes passés à la guerre en Ukraine et ses impacts économiques. Inflation, crise de l'énergie, hausse des matières premières. On enchaîne. Concernant la hausse des matières premières, nous avons été obligés de repenser nos approvisionnements, d'acheter
en plus grande quantité pour avoir davantage de stock, ce qui nous apporte de la stabilité. Concernant les délais d'approvisionnement, un temps problématique, je dirais que les choses sont en train de se débloquer. La crise du Covid nous a entraînés à démontrer, et à nous comme à d'autres, une capacité de résilience dans notre culture d'entreprise. Nous savons gérer les urgences, nous sommes réactifs, flexibles, nous avons déployé en grand la digitalisation de l'entreprise, l'accès aux informations importantes se fait partout en temps réel, les équipes disposent d'une vision à 360 degrés, ce qui permet de mieux anticiper. J'ai également fait le choix de reprendre en direct beaucoup de responsabilités managériales. Nous sommes une belle entreprise qui comprend tous les métiers en interne, la logistique, la supply chain, le merchandising, etc. Les fondamentaux du métier sont chez nous, c'est important, et c'est pourquoi nous sommes en capacité de former nous-mêmes nos équipes au siège comme en boutique. Nous employons beaucoup de jeunes, cela va très vite, l'évolution fait partie de l'ADN de l'entreprise et c'est notre force. C'est important, je sais de quoi je parle étant moi-même un complet autodidacte. Les gens se révèlent sur le terrain. Quels sont vos prochains projets côté produit ? La confiance revient malgré tout sur l'ensemble de nos canaux de distribution. Nous sommes en hausse par rapport à 2019. Nous sommes très satisfaits du lancement en octobre de notre ligne enfant que nous avons positionnée sur une sélection d'une quarantaine de beaux points de vente en Europe, des boutiques premium, des concept stores. Cette ligne est comme un focus de notre ADN et nous avons profité de ces nouveautés pour la concevoir de manière quasi entièrement sustainable puisque nous reprenions les process à zéro. De façon générale, c'est un axe de progression pour nous. Aujourd'hui, 15 à 20% de nos collections adultes répondent aux principaux impératifs RSE dans le monde. Si la femme représente la grande majorité de nos ventes, nous faisons monter l'homme en puissance, qui contribue à hauteur de 10 à 15% de notre chiffre d'affaires. Nous ouvrons des magasins hommes, les plus récents sont à Londres et à Bordeaux, en projet également à Copenhague, et notre boutique de Cannes, rénovée et transformée en point de vente homme à côté de la femme. Finalement, où vous situez-vous sur le marché ? Quel est votre niveau de gamme et votre valeur ajoutée ? Nous sommes plus proches d'Inditex que d'un créateur, mais nos belles matières, on reste très puristes sur nos matières, nos détails fins, comme les cols effilochés, le porté de nos vêtements fait la différence. Et puis, nous avons une supply chain très agile qui nous permet des livraisons quotidiennes dans nos points de vente. Julie Walbaum et annonce des ventes annuelles en baisse à lire sur e-commercemag.fr en date du 26 janvier. Le conseil d'administration de Maisons du Monde a décidé que François Melchior de Polignac serait nommé DG à compter du 15 mars 2023 pour succéder à Julie Walbaum, dont le mandat s'achève à cette date. François Melchior rejoint aujourd'hui Maisons du Monde comme directeur général délégué afin d'assurer une bonne et efficace transition pendant cette période. Le distributeur de meubles et objets Maisons du Monde a annoncé un chiffre d'affaires 2022 en baisse de 5,1% à 1,24 milliard d'euros, ainsi que la nomination d'un nouveau directeur général qui vient de Carrefour. Le conseil d'administration a décidé de nommer François Melchior de Polignac en remplacement de Julie Walbaum, dont le mandat de directrice générale s'achèvera le 15 mars prochain. Je suis très heureuse et profondément fière d'avoir été à la tête de Maisons du Monde pendant ces 5 années mémorables. Ensemble, nous avons façonné une vision ambitieuse, développé une culture dynamique de croissance responsable et équilibrée et accompli des progrès remarquables dans notre parcours de transformation pour faire de Maisons du Monde un leader sur le marché résolument digital et durable. Je remercie chaleureusement nos équipes exceptionnelles et souhaite à François Melchior et à Maisons du Monde un brillant avenir, commente Julie Walbaum. François Melchior de Polignac a commencé sa carrière chez L'Oréal dans les équipes de contrôle financier de Lancôme Italie en 1995. Après 3 années, il a rejoint le BCG à Paris. En 2000, il rejoint le groupe Carrefour en tant que membre de l'équipe fusion et acquisition et occupe plusieurs postes opérationnels et techniques en France avant de s'installer en Pologne où il est notamment chargé de la division supermarché. En 2009, il retourne à Paris pour diriger un programme de transformation organisationnelle du groupe permettant ainsi de réaliser des économies de plus de 2 milliards d'euros.
En 2011, il est nommé DG pour la Roumanie et ensuite DG pour la Belgique en 2013. En 2018, il est nommé directeur exécutif groupe marchandises et rejoint le comité exécutif du groupe. Depuis 2020, il est directeur exécutif et DG de zone en charge de la Belgique, de la Roumanie et de la Pologne, diplômé d'HEC en 1994 et dispose d'un master en relations internationales de l'université de Cambridge. Un chiffre d'affaires en baisse. L'enseigne d'ameublement et décoration impute la baisse de son chiffre d'affaires à l'environnement difficile dans un contexte d'une inflation soutenue et d'une confiance des consommateurs au plus bas, selon le communiqué. Au 4e trimestre, les ventes ont atteint 358 millions d'euros, soit une baisse de 3%. Au 4e trimestre, la GMV en ligne s'est établie à 112 millions d'euros, soit une hausse de 25%, grâce à la combinaison d'une croissance solide de la marketplace en France, ainsi qu'une forte montée en puissance de la marketplace en Espagne, lancée au 2e trimestre 2022, et en Italie, ouverte début septembre 2022. La GMV de la marketplace a ainsi représenté un tiers total de la GMV en ligne au 4e trimestre. Les ventes en ligne se sont élevées à 83 millions d'euros au 4e trimestre, soit 23% des ventes du groupe sur le trimestre. Les ventes en magasin en recul. Les ventes en magasin ont atteint 275 millions d'euros sur la période, en recul de 5% versus 2021. Le trafic en magasin s'est amélioré sur le trimestre, même s'il est resté négatif par rapport à T4 2021, à moins 6% au T4 versus moins 9% au T3. En France, il a été pénalisé par la pénurie de carburant en octobre 2022 avant de s'améliorer en décembre grâce à la saison des fêtes pour une performance de moins 6% versus T4 2021. Le groupe a ouvert 8 nouveaux magasins au 4e trimestre 2022, 5 en France, 3 en Espagne, mais a enregistré 3 fermetures en France dans le même temps. Le groupe compte 357 magasins à la fin décembre 2022, soit un niveau stable par rapport à 2021, avec une gestion équilibrée de 13 ouvertures et 13 fermetures sur l'exercice. Fin mai, l'entreprise, qui compte 350 magasins dans le monde, avait révisé en baisse ses prévisions pour l'année, entraînant l'effondrement de son action en bourse. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.